Alors, ma thèse s'intitule, désolée, ma communication s'intitule « De la mécanique économique à la dynamique fantasmatique, le personnel féminin des Rougon-Macquart à l'épreuve de la modernité capitaliste ». Dans un essai sur la condition féminine dans l'œuvre d'Émile Zola, Anna Krakowski observe que le génie de l'écrivain se prête spontanément aux études de microsociologie ayant pour fin d'explorer l'image véridique des mots sociaux et d'indiquer la direction des transformations envisagées. Si l'écriture des Rougon-Macquart fut explicitement guidée par des exigences scientifiques et documentaires, l'analyse de la mécanique économique qui s'y déploie ne peut toutefois éluder les soubassements fantasmatiques de l'ensemble romanesque, modelé par une esthétique où la vision du créateur et son plaisir de raconter l'emportent toujours en définitive. En particulier, la représentation des personnages féminins de l'œuvre, en lien avec les transformations de la sphère économique, laisse percer les angoisses engendrées par le système capitaliste et les bouleversements sociaux induits par l'avènement de la modernité. Si le beau sexe apparaît révélateur des appréhensions et des inquiétudes d'une époque, c'est entre autres en raison du fort potentiel d'impressionnabilité que lui reconnaissait la société du temps. Cette réceptivité particulière du corps et du psychisme féminin, qui appelle la comparaison avec la plaque photosensible de l'appareil photographique dont on expérimente alors les fascinantes possibilités, s'identifie à un pâtir, selon Jean-Louis Cabanès, en prédisposant les femmes à la passion comme aux maladies nerveuses. À la base d'hypothèses scientifiques comme la théorie de l'imprégnation, qui influe sur l'hérédité du personnel romanesque zolien, l'expressionnisme de la femme dans les Rougon-Macquart, tel qu'il se révèle en relation avec la peinture de l'économie française du Second Empire, se manifeste à notre sens sur le plan thématique dans la dialectique archétypale bourreau-sacrifié. Traduisant les grandeurs et misères d'un âge qui se rue aux jouissances, celle-ci dit l'ambition insatiable, l'égoïsme et la brutalité des vainqueurs de la course darwinienne à l'abondance, tout comme elle rend compte de la souffrance des vaincus, de ceux qui tombent en vertu de la loi inexorable du progrès, grandiose dans son résultat vu de loin, ainsi que le déclarait le vériste italien Giovanni Verga. L'ensemble des quelques cas de figure que j'examinerai dans ma communication, représentatifs de cette double posture de l'actant féminin dans l'univers économique du cycle romanesque conçu par Émile Zola, se rejoignent en outre en ce que l'image du sang, à la fois vecteur de mort et de régénération, y est presque toujours présente, puisque le corps féminin et l'espace privé dans lequel celui-ci évolue souvent y entrent en résonance avec les soubresauts et les convulsions de l'histoire socio-économique nationale. L'analyse que je me propose de réaliser illustrera plus précisément la façon dont la condition des personnages de femmes dans les Rougon-Macquart, en plus de dire le sens de l'évolution des classes sociales à l'époque moderne, rend compte de la naissance du grand commerce et de la société de consommation, pilier du capitalisme tel qu'il s'articule plus que jamais de nos jours à l'aube du 21e siècle. Du groupe des actants féminins qui, dans les Rougon-Macquart, donnent à lire la transformation des rapports entre classes sociales à l'époque moderne, l'une des ambassadrices par excellence du camp des gras, que nous rattacherons au type de la femme bourreau, demeure Lisa Quenu. Affichant une santé plantureuse et une apparente honnêteté bourgeoise, la charcutière du ventre de Paris, dont la peau rosée et les cheveux lissés suggèrent par un processus de contamination métonymique les graisses et les viandes crues qui peuplent son espace de travail, menace d'étouffement la virilité de maigre tel Florent. La fameuse scène de la confection du boudin noir, durant laquelle l'ancien détenu de l'île du Diable raconte à sa nièce Pauline les épreuves traversées depuis son arrestation, laisse en effet présager les manœuvres secrètes de Lisa, qui dénoncera l'implication révolutionnaire de son beau-frère et précipitera sa seconde déportation. Alors que le sang du cochon tué, les marmites de Saint-Doux et l'odeur pénétrante de l'oignon cuit tiennent lieu d'arrière-fond au récit de Florent, l'évocation par celui-ci de la maigre pitance du bagnard excite le dégoût de la commerçante à la chair paisible. Cependant, Lisa paraissait ne pouvoir cacher son étonnement ni son dégoût. Le riz plein de verre et la viande qui sentait mauvais lui semblaient sûrement des saletés à peine croyables, tout à fait déshonorantes pour celui qui les avait mangées. Et sur son beau visage calme, dans le gonflement de son cou, il y avait une vague épouvante en face de cet homme nourri de choses immondes. Craignant les mal nourris susceptibles de venir troubler sa quiétude, Lisa Quenu incarne l'idée générale à l'origine de l'écriture du ventre de Paris, soit le constat que la bourgeoisie appuie sourdement l'Empire parce que l'Empire lui donne la pâtée matin et soir, ainsi que le rapporte l'ébauche de l'œuvre.
Celle qui n'hésitera pas à fendre le crâne de Marjolin, va-nu-pied des Halles, afin de préserver son intégrité d'épouse, représente en effet ces terribles gens que sont les honnêtes gens, capables de commettre dans l'ordre moral les choses les plus délicates et les plus surprenantes, comme le constate Zola dans un article antérieur au récit. Contre ceux-là même qui se repaissent de leur richesse dans la peur ou l'indifférence du malheur d'autrui, contre ces grosses fins qui sucent le sang des petits mangeurs, pour reprendre la métaphore employée par Claude Lantier au terme du 4e chapitre du Ventre de Paris, s'élève toutefois le galop de furie des femmes des mineurs de Germinal. Défilant après la modification du mode de paiement des travailleurs du Voreux dans les rues du Coron, en proie à une volonté implacable de vengeance, le groupe de travailleuses révoltées s'en prendra tout d'abord à la fille des Grégoire, qui excite bien malgré elle la rage populaire avec sa robe de soie, son manteau de fourrure et sa peau fine de fainéante qui ne touchait pas au charbon. Après l'agression de Cécile par les femmes des mineurs, qui voulaient chacune un morceau de cette fille de riche, celles-ci réactualiseront le rituel du charivari sous la conduite de la brûlée, alors qu'elles précipiteront la fin de l'épicier Maigrat, patronyme soumettant à l'évidence le fiel de l'ironie, et arracheront sa virilité morte, dégradée au point de ne plus ressembler qu'à une peau de lapin ou à un débris de porc. Associée au domaine du charnel, l'agent féminine de Germinal s'emploierait ainsi à décrier l'injustice sociale et sexuelle en écrasant, par l'exhibition du corps, l'enflure narcissique et phallique. Offrant un tableau percutant de la lutte des classes par le biais de personnages de prospères charcutières capables de sacrifier les marginaux idéalistes de leur entourage pour préserver leur bien-être matériel, ou d'ouvrières en révolte laissant présager la germination d'une armée noire vengeresse de travailleurs, le cycle zolien retrace également de façon magistrale la déchéance de la classe nobiliaire sous l'angle du féminin. La tragédie intime d'Alice de Beauvilliers, qui arbore le charme pitoyable d'une fin de grande race, et de sa mère, la comtesse, à l'air un peu suranné de signes très anciens, inscrit à la fois dans le corps des protagonistes du drame et dans l'espace privé où elles évoluent la destinée du groupe social auquel elles appartiennent. Si l'abjection finale du viol de la jeune Alice, après lequel elle apparaît tel un enfant saignant et couvert de boue, inscrit dans la chair de celle-ci et de sa mère, cette pauvre vieille femme détruite, la déchéance de la noblesse, la destinée même de la résidence des deux femmes explicite un déclassement de fait. La crise financière qu'elle traverse se traduit effectivement par une sorte d'implosion géographique du domaine patrimonial, comprimée sous l'action étouffante des constructions bourgeoises qui l'encerclent, tout comme par l'établissement d'une dichotomie entre des périmètres à valeur antithétique, soit l'avant de l'hôtel, faussement cossu, et l'arrière, morne et dégradée. Fait à signaler, la résidence, empreinte d'une paix humide de cave de la comtesse et de sa fille, se trouve contiguë à l'hôtel d'Orviedo qui abritera dans un premier temps les locaux de la Banque universelle. Parallèlement à l'échec de la tentative de spéculation boursière entreprise in extremis par les deux nobles dames, l'édifice représentant la marge de l'économie moderne domine ainsi d'emblée l'antre de la vieille noblesse foncière, dont l'immobilisme sera vite mis en échec par l'activité moderne de spéculateurs tels Aristide, poète du million. Lié au monde des finances que représente au premier chef dans l'œuvre zolienne ce même protagoniste de Saccard, la figure secondaire de la Méchain, dont les actions rappellent celles du nécrophage et du vautour, mérite ici d'être relevée. Cette énorme femme, bien connue des habitués de la bourse, s'avère être en effet dans l'argent l'une de ces enragées et misérables joueuses dont les mains grasses tripotent dans toutes sortes de louches besognes. La nature de son implication dans l'univers économique des Rougon-Macquart est ainsi décrite par le narrateur du récit. Dans les batailles meurtrières de la finance, la Méchain était le corbeau qui suivait les armées en marche. Pas une compagnie, pas une grande maison de crédit ne se fondait sans qu'elle apparût avec son sac, sans qu'elle flairât l'air, attendant les cadavres, même aux heures prospères des émissions triomphantes. Car elle savait bien que la déroute était fatale, que le jour du massacre viendrait, où il y aurait des morts à manger, des titres à ramasser pour rien dans la boue et le sang. Promenant son ventre hydropique et ses hardes crottées dans le Paris des finances, la Méchain sillonne la capitale française affublée d'un antique sac de cuir noir, immense, aussi profond qu'une valise, qui constitue une sorte de charnier des valeurs dépréciées, dans lequel passe tout le papier sale balayé par la bourse.
Cette besace, aux formes larges et pleines, semblable à celles qu'arborent d'autres personnages féminins des Rougon-Macquart dénués de progéniture et évoluant dans le monde des affaires, soit Chlorine Balby et Sidonie Rougon, s'impose comme un double matriciel dégradé. Les fissures observées sur le cuir du sac attestent en effet une flétrissure symbolique de la fonction génitrice. Dépeinte comme une sorte d'ogresse, de femme terrible mangeant les petits et faisant ses choux gras des catastrophes financières, la Méchain est d'ailleurs propriétaire de la cité de Naples, un vaste terrain planté de huttes branlantes qu'elle louait au mois. Un coin d'épouvantable misère, des trous à pourceaux qu'on se disputait et dont elle balayait sans pitié les locataires avec leur fumier dès qu'ils ne payaient plus, tel que rapporté par le narrateur. Ayant le goût des plaies d'argent, des ruines, des incendies, au milieu desquels on peut voler des bijoux fondus, cette veuve noire de la chaussée parisienne, prise par la passion du jeu, dilapide toutefois les bénéfices retirés de ses débiteurs et de ses activités locatives et boursières. Autre exemple de femme bourreau dans le cycle zolien, elle donne à lire le versant sombre du système capitaliste où les cours en bourse restent susceptibles de faire et de défaire en quelques instants les fortunes individuelles et familiales, et au sein duquel les charognards et usuriers n'hésitent pas à saigner à blanc les faibles ou ceux qui tombent dans leur quête du bien-être matériel. Si l'organisation économique moderne implique une nouvelle répartition de la richesse et du pouvoir entre classes sociales, comme l'indique plus d'un personnage de femme dans les Rougon-Macquart, la clé de voûte du développement économique moderne, soit l'expansion commerciale, passe ici encore par la mise en intrigue de destinées féminines représentatives des modes de production et de consommation émergents. Au cœur de la fiction d'Au bonheur des dames, deux forces, l'une ascendante, l'autre déclinante, se heurtent ainsi, chacune déployant une figure de proue et marquant une progression vertigineuse ou une chute fatale. D'une part, le grand magasin d'Octave Mouret, Au bonheur des dames, appelé à un avenir des plus prometteurs avec son déballage géant de foire. D'autre part, le petit commerce d'un Baudu ou d'un Bourras, acculé à la faillite, étant donné qu'il ne peut soutenir la concurrence du monstre de la place Gaillon. Représentante par excellence du magasin de variétés, Denise quittera la boutique de son oncle pour travailler dans le commerce de Mouret. Ou de petite vendeuse, elle finira par devenir l'épouse du propriétaire Octave. Généreuse et dévouée, elle n'est toutefois pas aussi univoque qu'il y paraît, puisque, tel que montré par Véronique Nocart dans un article, la vertu de l'ouvrière est un paravent qui masque sa fonction symbolique, la destruction de l'ancien monde. En plus d'incarner la victoire des grands magasins, dont l'avènement précipite la décadence du petit commerce, Denise consomme la revanche de la genre féminine, dont l'intérêt pour le chiffon et la coquetterie avait été hautement exploité par Mouret. Une image puissante des consommatrices du bonheur, dévotes d'une religion nouvelle ayant pour temple le bazar d'Octave, qui remplace peu à peu les églises désertées par la foi chancelante, demeure celle des mannequins sans tête. Évoquant des rangées de soldats décapités avec le petit manche de bois pareil au manche d'un poignard, enfoncé dans le molleton rouge qui saignait à la section fraîche du cou, la foule des androïdes à la gorge de poupée aplatie sous la soie, qui peuple le bonheur des dames, se trouve associée, par un jeu de subtils renvois narratifs, aux hordes de clientes en quête d'aubaine. Sans doute exprime-t-il une angoisse latente face à la révolution industrielle et à la production de masse, comme l'a entre autres suggéré Leslie Ann Minot. Celle qui sera inspirée un puissant amour à Octave Mouret vengera toutefois les personnes de son sexe en donnant raison au baron qui avait prodigué ce conseil ironique à l'ambitieux patron du bonheur. Tirez donc tout de la femme, exploitez-la comme une mine de houille pour qu'elle vous exploite ensuite et vous fasse rendre gorge. Notons qu'une deuxième figure féminine des Rougon-Macquart se trouve liée charnellement à l'espace commercial du bonheur des dames, soit le personnage de Caroline Hédouin, épouse de Mouret au terme de Paubouille, qui apparaît dans Au bonheur des dames comme une sorte de déesse tutélaire du grand magasin. Victime sacrificielle, littéralement tombée à l'autel de la modernité, la belle et sereine marchande périt d'une chute dans les fondations du bonheur des dames en réfection. Répandue sous les pierres de la maison de commerce et notamment, ainsi que le Croix-Denise, dans le mortier rouge du sous-sol de la bâtisse, le sang de Caroline Hédouin, première patronne du bonheur qui s'était montrée sensible aux rêves de grands comptoirs modernes d'Octave dans Paubouille, scelle l'amorce d'une ère en rupture profonde avec les modes traditionnels de vente et de consommation des Français. Plutôt qu'à un savoir-faire désuet, le souvenir de Madame Hédouin dans Au bonheur des dames s'avère de fait associé aux prémices d'une forme d'organisation commerciale répondant à un siècle d'action et de conquête.
Seul ornement du bureau de Mouret, le portrait de cette Madone des débuts du grand commerce, à qui Octave doit sa fortune, semble d'ailleurs avoir longtemps préservé le grand prêtre du bonheur de toute nouvelle alliance matrimoniale. C'était chez lui une superstition que le directeur d'une grande maison de nouveautés devait être célibataire. N'est-ce pas uniquement la résurrection de Madame Édouin qui déterminera du reste l'homme d'affaires à convoler en justes noces avec Denise, en qui il retrouvera la sagesse et jusqu'à la voix douce, avare de paroles inutiles de sa première femme? Quand Madame Édouin et Denise incarnent la promesse d'un renouveau commercial appelé à révolutionner les façons de vendre et de consommer, un personnage secondaire du bonheur des dames symbolise à lui seul le drame d'une boutique qui ira agonisant, absorbée par le grand magasin. Il s'agit de la fille de Baudu, propriétaire du vieil Elbeuf, qui sera frappée de plein fouet par l'expansion commerciale du bonheur des dames et devra se résigner, ainsi que le vieux Bourras, vendeur de parapluies, à fermer les portes de son entreprise. Geneviève Baudu, chez qui s'aggravait la dégénérescence de sa mère, mangée d'anémie, avait la débilité et la décoloration d'une plante grandie à l'ombre. Associée à l'espace humide, obscur et presque caverneux de la boutique paternelle, avec son plafond bas et enfumé, ses comptoirs de chêne polis par l'usage, ses casiers séculaires aux fortes serrures, la jeune femme trouvera la mort peu avant sa mère, alors que la disparition du vieil Elbeuf est imminente et que son promis l'a abandonnée. Au moment de ses funérailles, le vieux Bourras remarque à propos de la défunte « Cette petite, c'est le quartier qu'on enterre ». Interprétation qui trouve sa confirmation dans le fait que le corps de la jeune fille sera promené, comme la première victime tombée sous les balles en temps de Révolution, autour du grand magasin du bonheur des dames, à la porte duquel des flanelles rouges claquaient au vent ainsi que des drapeaux, et où un étalage de tapis éclatait en une floraison saignante d'énormes roses. La mort de Geneviève, dont la dégénérescence physique est à la fois l'image et la conséquence de la défaite des petits boutiquiers, appauvris de sang au fond de leur rez-de-chaussée malsain, sonne ainsi le glas des vieux âges en étant comme le craquement suprême qui allait faire se rompre les vieilles poutres mangées d'humidité du commerce de son père, tel que constaté par le narrateur du bonheur des dames. Recelant une importance fondamentale dans le cycle zolien qui pose, à l'origine de la lignée familiale mise en scène, une paysanne au fragile psychisme, canal d'une tare héréditaire, le personnel féminin des Rougon-Macquart exprime l'ambiguïté du progrès et de la modernité capitaliste qui fascine une nouvelle vertu, l'argent, devenu valeur suprême. Par l'inscription narrative de figures de femmes se rattachant à l'archétype du bourreau ou de la victime, la série naturaliste rend compte de cette impulsion essentiellement moderne que reçoivent les basses classes en marche à travers le corps social, à la source de rapports de force nouveaux entre groupes sociaux. Elle donne également la mesure des inéluctables bouleversements générés dans le champ commercial par l'arrivée des grands magasins et de la société de consommation qui mettent hors jeu les petits commerces anéantis sous le poids économique de leurs adversaires. Qu'elle affiche un profil d'ogresse ou de jeune fille malingre, la femme, à laquelle la culture et la médecine 19e reconnaissent une sensibilité exacerbée, reflète dans le cycle zolien les rouages de l'économie capitaliste en ce que le microcosme même de son organisme, et bien souvent l'environnement dans lequel elle évolue, prolongement métonymique de son être, se transforme au rythme des mutations socio-économiques nationales. En tant que mère, le personnage féminin, lié au motif du sang, porte également en lui la promesse d'une humanité dont on ignore si elle deviendra meilleure ou pire. Une évaluation nuancée de la modernité capitaliste faisant jour dans l'œuvre par l'inscription de personnages tels celui de Denise, dont l'affabilité est associée à la monstruosité du bonheur des dames. Au terme du Docteur Pascal, conclusion de l'ensemble romanesque zolien, le narrateur ne se demande-t-il pas du reste si l'enfant de Clotilde, dernier né de la lignée familiale représentée, sera le Messie que le prochain siècle attend, qui tirera les peuples de leurs doutes et de leurs souffrances, ou l'Antéchrist, le démon dévastateur, la bête annoncée qui purgera la terre de l'impureté devenue trop vaste. Merci.